Bonjour à tous, bienvenue dans le Culture Mag. Vous êtes avec nous pour voyager entre les arts et le lifestyle. Aujourd'hui, La Dune, film du jeune réalisateur israélien Yossi Aviram. Il a réuni un casting incroyable dans cette histoire mystérieuse. Nous en discuterons avec lui sur le plateau. Puis nous vous amènerons en Argentine où le grandiose chef d'orchestre Daniel Barenboim y a donné un concert gratuit pour le public à Buenos Aires. Et enfin, toujours en musique, nous allons vous faire découvrir nos coups de cœur musique du monde. La Dune est sortie la semaine dernière en salle. C'est le premier long métrage du réalisateur israélien Yossi Aviram qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Mais avant de parler de cette histoire sombre et mystérieuse, on va regarder tout de suite un extrait. Bonjour, je suis Verdi, section des disparus. La police française. Écoutez, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'il avait l'air d'un clochard. Et comme il a payé d'avance... Vous vous souvenez de moi? C'est moi qui vous ai trouvé sur la plage. Vous parlez pas, hein? Et vous êtes déjà allé le voir? Ouais. Ça vous ennuierait d'y retourner? Je suis sûre que vous pouvez parler. Comment vous le trouvez? Il attend. Ah, tu sais, il y aura toujours de nouveaux cas. On ne pourra pas tous les résoudre. Il y a des choses que vous me racontez pas, hein? Vous savez quelque chose? Donc voilà, La Dune, bonjour Yossi Aviram. Donc c'est très brièvement l'histoire sombre d'un homme donc israélien qui est incarné par Lior Ashkenazi, qui est un petit peu le Clive Owen israélien, et donc qui va s'échouer sur une plage française. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. Et celui qui enquêtera sur cette affaire, c'est Niels Arestrup, un ancien, un inspecteur retraité. D'où vous est venue l'idée de ce film? En fait, c'est commencé par une fête d'hiver qui est passée vraiment en Angleterre, où on a trouvé un homme qui ne parlait pas, qui n'avait pas d'identité. On les appelle les pianistes parce qu'il a joué des pianos à l'hôpital. Et pendant 2 semaines, moi, je suis un peu cette histoire et j'ai toujours été très attiré par des histoires de gens disparus, d'identité, des choses comme ça. C'est commencé comme ça. Après, on a ajouté beaucoup d'autres choses qui sont volées de la vie. Voilà. Et alors, pourquoi avoir transféré de l'Angleterre à la France? Pourquoi avoir tourné ça en France? Je sais pas. Ça veut dire ça pouvait être en Angleterre. Moi, j'habitais à Paris pendant 2 ans et pour moi, c'était toujours les cinémas français. J'étais un grand fan de cinéma français. Alors j'écris, parce que je connaissais Paris, on écrit. Vous connaissiez les Landes, parce que c'est dans les Landes que vous avez tourné. Non, je ne connaissais pas du tout. J'écrivais le scénario sur une carte. Et après, on devait chercher la dune, la plage, la ferme, tout ça. Mais c'était une grande expérience, un vrai plaisir de tourner dans les Lot-et-Garonne. Voilà. Alors quand on parle du film, on a aussi envie de mentionner ce casting absolument incroyable qui est entre Niels Arestrup, Guy Marchand, Mathieu Almaré qui a fait une scène dans le film, Emma Decaune et Lior Ashkenazi bien évidemment. Comment vous avez réuni tous ces acteurs, ces A-list français? Les scénarios étaient bien. Ouais. Ça veut dire, je pense que les acteurs, ils cherchent toujours des personnages qui leur donnent l'envie, d'intérêt. Et le scénario était mieux que le film. Niels, on lui a contacté, il a lu le scénario. C'était le premier, Niels Arestrup, oui, à joindre le casting? On a construit le casting autour de lui. Surtout, c'était difficile de lui trouver les couples. C'est un couple, Guy Marchand et Niels Arestrup. Et voilà, petit à petit, on a... Ouais, vous avez construit autour de ces deux très grands acteurs français. C'était votre premier film, vous aviez réalisé un documentaire auparavant. Quelle est la différence entre en fait, l'écriture de scénario et finalement arriver sur ce tournage et ça y est, c'est le début de la carrière de cinéaste. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Toutes. Ça veut dire c'est horrible, c'est magnifique, c'est excitant, c'est complètement différent évidemment que faire un documentaire. Surtout, les systèmes est énorme. Ça veut dire les documentaires, on fait 2-3 personnes, je monte chez moi. Il n'y a pas cet stress.
Pendant des mois, j'ai travaillé sur... Ça veut dire que je pensais au film 24 heures par jour. C'est une expérience de mélanger de toutes les émotions et tous les... C'est différent du documentaire, le long métrage, complètement. Oui, tout à fait. Ça veut dire... Il y a des choses qui sont les mêmes, mais les travail est complètement différent. C'est donc ce film La Dune, c'est une coproduction franco-israélienne. On voit que depuis quelques années, en fait, ça se fait beaucoup. Les collaborations entre la France et Israël. Vous pensez que c'est des raisons financières, alors que les cinéastes ont plutôt envie de toucher un public large? Je pense que c'est tous les deux. Ça veut dire, moi, je ne suis pas un producteur, je ne suis pas expert, mais c'est devenu plus et plus difficile de faire des films en Israël avec un budget normal où on peut aussi toucher un peu de l'argent, pas pour être très riche, mais pour survivre. Alors ça, je pense que c'est peut-être la raison, mais ce n'est pas à moi de demander vraiment cette question. La Dune, c'est donc au cinéma en France. Ça sortira en novembre en Israël. C'est un film à aller voir. Mais c'est sorti mercredi. C'est sorti la semaine dernière en France. Merci beaucoup, Yossi Aviram. Merci. Voilà, on part maintenant en Argentine, puisque cet homme se produit sur les plus grandes scènes du monde. Des festivals portent même son nom. Et pourtant, Daniel Barenboim reste très proche de son public. Il est de passage en Argentine. Le chef d'orchestre a décidé d'organiser un concert gratuit en plein air pour la population de Buenos Aires. Sandy Fartis nous emmène. Des milliers de spectateurs réunis pour un concert peu ordinaire, un concert gratuit conduit par le célèbre pianiste et chef d'orchestre israélo-argentin Daniel Barenboim sur un pont de Buenos Aires. Présent en Argentine pour le festival Barenboim qui se tenait dans le prestigieux théâtre Colón, le chef d'orchestre a souhaité proposer au public un spectacle exceptionnel. Une estrade a été spécialement conçue pour l'occasion sur le pont Alsina qui sépare Buenos Aires de sa banlieue. Né en Argentine, Daniel Barenboim a grandi en Israël. Il reste toutefois très attaché à ses racines. Une des premières choses que j'ai apprises est qu'en Argentine, on peut être polonais, allemand, juif, syrien, libanais ou turc. On n'en est pas moins argentin pour autant. Lors de ce concert, Daniel Barenboim conduisait le West Eastern Divan Orchestra, un orchestre réunissant de jeunes musiciens de différents pays du Moyen-Orient, y compris des Israéliens et des Palestiniens. Une formation qu'il avait créée en 1999 avec l'intellectuel palestino-américain Edward Said pour promouvoir la paix dans la région. Un message qui garde tout son sens, même 15 ans plus tard. À suivre, nous parlerons de la Gay Pride en Ouganda et puis nous vous ferons découvrir nos coups de cœur musique du monde. Mais tout de suite, regardez nos highlights. Henri Matisse, géant de l'art moderne, est exposé au Tate Museum de Londres. Un spectacle historique qui retrace le dernier chapitre de sa carrière avec sa série de découpes spectaculaires et hautes en couleurs. Une collection de 120 œuvres réalisées entre 1936 et 1954. Qu'elles soient grandes ou plus modestes, ces pièces sont d'une simplicité étonnante, mais présentent le triomphe artistique final de l'artiste. Les découpes d'Henri Matisse sont exposées jusqu'au 7 septembre prochain. Le musée d'art moderne de la ville de Paris présente l'une des plus importantes rétrospectives de Lucio Fontana. Considéré comme un des grands visionnaires du XXe siècle, son œuvre a marqué plusieurs générations d'artistes, d'Yves Klein à aujourd'hui. Pour la première fois en France depuis 1987, plus de 200 sculptures, toiles, céramiques et environnements permettent d'offrir une vision globale de son parcours atypique et de ses changements de style. L'exposition de Lucio Fontana, c'est jusqu'au 24 août. C'est l'été, sur la plage, l'un des passe-temps favoris des petits comme des grands, c'est de faire voler des cerfs-volants. À Tel Aviv, le musée Eretz Israël leur a dédié une exposition complète. Du Japon à l'Afrique en passant par l'Inde ou encore les Philippines, des cerfs-volants de tous les pays et de toutes les époques sont exposés. Que ce soit un moyen de prière ou juste un loisir, les usages de ces objets volants sont multiples. Et en bonus, les enfants se voient offrir le kit pour monter son cerf-volant soi-même. Jouer avec le vent, c'est au musée Eretz Israël de Tel Aviv jusqu'au 8 novembre. Il y a quelques mois seulement, un tel événement aurait été inimaginable. En Ouganda, le Gay Pride s'est récemment tenu pour célébrer l'annulation d'une sévère loi anti-gay très controversée. Un récit de Daniel Campos et David Gomba.
Nous sommes en Ouganda. Des activistes sont rassemblés au jardin botanique sur les rives du lac Victoria, à moins d'1 kilomètre du palais présidentiel d'Entebbe. Ils sont venus fêter la Gay Pride, célébrant la révocation par la justice du décret qui condamnait les homosexuels à la prison à perpétuité. En Ouganda, l'homosexualité reste illégale et est punie de peine de prison. Les Ougandais ne sont désormais plus obligés de dénoncer aux autorités leurs concitoyens homosexuels. Lorsque la loi sur les homosexuels a été votée, mon père m'a écrit une lettre. Il m'a dénoncé dans une lettre que j'ai encore à la maison. Il m'a dit qu'à partir de ce jour, je ne serai plus jamais son enfant, que je ne serai même pas enterrée dans le caveau familial et que si je tentais de parler à un membre de ma famille, il ne leur parlera plus jamais. Donc en tant que personne, j'ai subi énormément. Les souffrances auxquelles la plupart de ces citoyens homosexuels ont dû faire face vont au-delà du rejet et du harcèlement. Les médias ougandais ont servi de relais pour la propagande haineuse dirigée à leur encontre. À l'instar des images douloureuses de l'enterrement de David, un activiste gay assassiné de sang-froid. Nous étions prêts depuis très longtemps, car il s'agit d'une question de vie ou de mort pour nous. Donc nous sommes constamment prêts. Même à l'heure où je vous parle, nous sommes prêts à tout. Yoweri Museveni, le très controversé président ougandais, prétend que l'homosexualité n'est que le résultat de l'ingérence culturelle étrangère. Mais le chef de l'opposition, Dr Kizza Besigye, pense autrement. L'homosexualité est un comportement aussi ougandais que d'autres dans ce pays. Cela n'a rien à voir avec les étrangers. Au sein du continent noir, l'Afrique du Sud est réputée pour être le pays le plus ouvert en ce qui concerne les droits homosexuels. Et même si l'on dénombre de nombreuses violations de ces droits, ce pays est le seul à les avoir inscrits dans sa constitution. Des événements comme Mr Gay Monde ou encore la Gay Pride de Cape Town se déroulent dans une atmosphère de liberté et de sécurité. L'annulation de cette loi en Ouganda devrait avoir des retentissements dans d'autres pays africains. Certains experts estiment que la Zambie pourrait prendre exemple sur l'Ouganda. En juillet, 2 Zambiens accusés d'avoir eu une relation sexuelle consentie ont été acquittés après que les magistrats n'aient pu apporter suffisamment de preuves. Philippe Moubiana et James Mwapé étaient détenus depuis mai dernier et risquaient 15 ans d'emprisonnement. Le thème de l'homosexualité en Afrique contemporaine reste un sujet difficile et appréhendé différemment face à l'éventail de pays, de tribus, de religions et de systèmes politiques. Alors qu'il semble impossible pour certains homosexuels d'être un jour acceptés, des indices anthropologiques montrent que certaines cultures africaines font preuve d'un certain degré de tolérance à leur encontre, laissant apparaître une lueur d'espoir pour les communautés LGBT d'Afrique. Et David Gomba, on avait donc votre voix, on a maintenant votre visage. Vous êtes sur le plateau pour nous faire découvrir vos coups de cœur, musique du monde, avec tout d'abord un artiste qui mélange funk et rythme africain. Voilà, il s'agit de Bibi Tanga. Alors c'est un artiste français mais qui est né en Centrafrique en 1969. Il vient de sortir son 5e album qui s'appelle Now. Et je vous propose, avant de brosser un peu son portrait, d'écouter un titre de cet album qui s'appelle Alazaïo. Je vous propose. Azai Sarangati, Zapake Bayo, Nandoti Sasa, Alazayo, Azai Sarangati, Zapake Bayo, Nandoti Sasa, Amene Salatigwe, Nabargiti do Dolakwe, Azwaga Tene, Ala Yeda Tisamba, Honda Tinzapa, Azuniso Kizongala, Kesara Yeta na Wamape, Moga Obara Bibiri. Ça nous amène un petit peu de soleil. Voilà, un petit peu de soleil. Et donc, Bibi Tanga, il est né, donc, comme je vous le disais, en Centrafrique. Et c'est de parents diplomates. Donc, il a parcouru le monde quand il était très jeune. Il est arrivé dans les années 80 en France. Et donc, il a grandi en fait en France. Et c'est peut-être ces voyages autour du monde qui lui ont apporté autant d'influence. Parce qu'on décerne du funk, mais aussi de l'afrobeat, un peu des influences jazz. Évidemment, beaucoup de sons africains. Et donc, alors qu'il n'a que 20 ans, il découvre vraiment l'afro-jazz. Et en 2000, il produit une collaboration avec la Malka Family, qui était à l'époque le groupe funk français. Et donc, il y a un album qui est sorti qui s'appelle Le Vent qui souffle. Et puis après, il a continué d'autres collaborations, notamment en 2003 avec le professeur Inlassable. Et les deux ont sorti un album qui s'appelait Yellow Goes. Et donc là, il sort en fait déjà son 5e album, qui, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle Now. Et il continue sa tournée en France, notamment le 20 novembre prochain à Paris, au Café de la Gare. Donc, et vous aviez envie de nous parler d'un autre album, un autre coup de cœur, on reste dans la musique du monde, c'est le Project
Playing for Change. Oui, alors Playing for Change, c'est un projet qui existe déjà depuis une bonne dizaine d'années. Et l'idée, en fait, c'est de prendre des musiciens du monde entier et de faire des clips vidéo en faisant des covers, des reprises, où chaque musicien joue sa partie. Et donc là, il y a un nouvel album qui est sorti avec notamment une reprise du titre La Bamba, le célèbre hymne mexicain, mais qui en fait a des origines africaines, puisque ce sont des esclaves africains qui l'avaient apporté en Amérique du Sud. Ah bah donc, tiens. voilà. Donc, Merci beaucoup David. On va justement se quitter grâce à vous en musique. C'est la fin du Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur i24news.tv. Retrouvez-nous aussi demain à la même heure. D'ici là, bon retour sur la planète musique, j'ai envie de dire.